Vous êtes, mesdames et messieurs, sur LCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023 par ce qu'on appelle de façon classique un coup d'État militaire. Mais pour lui et pour une grande majorité des Gabonais, ce fut plutôt un coup de libération. Et fait rare, l'homme a été reçu le 31 mai dernier par son homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Un fait politique majeur, doublé d'un autre fait d'importance, mais économique, celui-là, la tenue au cours de son séjour parisien d'un forum, le forum Gabon, le forum économique Gabon-France. Quelle portée et quel bilan? Trois invités avec moi pour en parler. Jolie Andrés, vous avez un profil impressionnant. Vous, on pourrait même dire que étudier et avoir des diplômes, c'est votre passion. Vous êtes diplômé des hautes études internationales et politiques HEIP Paris, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS Paris, diplômé de l'Institut supérieur de recherche en relations internationales, diplômé de l'Institut supérieur du commerce international. Je suis essoufflé, je m'en arrête là. Côté professionnel, votre parcours est tout autant impressionnant. Vous êtes conseillère auprès du commerce extérieur français, vous conseillez des pouvoirs publics, tout comme des entreprises et des multinationales. Vous êtes également Deputy Strategic Project Director chez Engie, le leader de la transition énergétique. Et à côté de tout ça, vous avez encore le temps d'écrire des livres. Vous êtes auteur de 2 livres. Le premier a pour titre « À la conquête du bonheur professionnel » publié aux éditions Hachette. Et le deuxième a pour titre « Le pouvoir des femmes à influencer le débat public, mythe ou réalité » publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci à vous. Jolie Andrés, d'avoir accepté notre invitation. Gaston Midongani, vous avez vous aussi un parcours tout autant intéressant. Vous êtes le président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers, membre et de la FEG, ancien député. Vous avez été député à l'Assemblée nationale gabonaise lors de la 11e législature, 11e mandature. Vous êtes aujourd'hui conseiller de la République au sein du Conseil économique, social et environnemental pour la mandature, de la transition. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gaston Midongani. Jean-Bernard Bikim. Alors, vous êtes co-directeur du laboratoire interdisciplinaire recherche en égypto-nubiologie et études africaines de l'Institut international des arts et métiers. Vous êtes par ailleurs le président de Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement, tout comme vous présidez ASSA, African Sovereign Advisory. Merci Jean-Bernard Bikim d'avoir accepté notre invitation pour décrypter la portée du Forum économique Gabon-France qui s'est tenu le 29 mai dernier à Paris. Et à nous de faire. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut dynamiser les entreprises de son pays et ce à travers un partenariat, un creuset d'échanges entre les entreprises gabonaises et françaises. Mais l'homme veut surtout attirer au Gabon des investisseurs aussi bien étrangers que ceux de la diaspora gabonaise. Ce fut l'esprit du forum économique Gabon-France qui s'est tenu à Paris le 29 mai dernier. Et à l'occasion de celui-ci, l'homme a tenu à indiquer qu'en peu de mois, beaucoup de choses ont déjà été réalisées au Gabon et beaucoup de chantiers déjà lancés. Est-ce vrai? Sur le volet économique et social, nous avons relancer des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. À l'évidence, beaucoup de choses ont été faites ces 8 derniers mois, mais beaucoup reste encore à faire.
Nous faisons face à 32% de chômage. La plus grande proportion de cette population est jeune. Mais nous tiendrons nos engagements sur le plan national et international. C'est pourquoi la délégation qui m'accompagne est composée à la fois de nombreux ministres et de chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise et hommes d'affaires, nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous inviter au Gabon, dernier Éden en matière d'environnement et terre de toutes les opportunités. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Bourse scolaire, paiement des pensions, routes, chemin de fer, éducation, santé, plusieurs domaines ont déjà connu des actions concrètes de la part du président Brice Clotaire Oligui Nguema en seulement 8 à 9 mois de présidence. Jolie Andrès, en tant que conseillère auprès du commerce extérieur français, vous assurez également les relations avec le MEDEF. C'était important, ou du moins, quelle était l'importance de ce forum Gabon-France qui a eu lieu ce 29 mai à Paris, en France? En tout cas, merci de m'avoir invité sur ce plateau, Richard. Ce forum avait une importance capitale, déjà par la participation qui a été vraiment importante. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues. On a eu plusieurs tables rondes, on a eu des invités majeurs. On a eu le MEDEF qui a embarqué avec elle aussi une délégation de plus de 150 entreprises françaises représentées. Et donc tout cela montre et voulait démontrer la place aussi qu'il y a dans les relations économiques entre le Gabon et la France, en sachant que la France reste aujourd'hui quand même un investisseur majeur sur le territoire gabonais. Elle perd un petit peu de part de marché, mais ça fait partie du jeu aussi, de la compétition dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même 25% de part de marché de l'État français. Aujourd'hui, on a 14 000 emplois qui sont générés directement ou indirectement au Gabon. Par présence au Gabon. Par des entreprises françaises. Par des entreprises françaises. Et donc tout cela génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards, ce qui n'est quand même pas considérable. Là, je parle en euros. Et donc on voit bien que c'était important, c'était majeur même pour le gouvernement gabonais de venir en France et tendre la main à ce partenaire historique. Évidemment, on reviendra plus en détail sur certains points importants de ce rendez-vous économique. Jean-Bernard Bikim, lorsque je vous invitais à participer à cette émission, vous me disiez que vous avez seulement une crainte. C'est celle de voir le président actuel de la transition gabonaise gouverner exactement comme Ali Bongo, son prédécesseur. Qu'est-ce qui fonde chez vous cette crainte? Alors, tantôt, je disais à mon grand frère Medougani qu'il y a un problème majeur que nous devons régler au Gabon. Ce problème majeur s'appelle le modèle économique hérité de la colonisation. Je vais être plus clair. Allez-y. Et plus précis, s'il vous plaît. Entre 1960 et 1973, le premier choc pétrolier, le Gabon jouissait l'entière ressource de ses matières premières. En 1973, la Banque mondiale, le FMI, par une loi, par un traité international, contraint les pays africains de transférer l'ensemble des matières premières aux multinationales et derrière, ces multinationales retrocèdent entre 15 et 30% aux États. Les fameux programmes d'ajustement structurel. Pas du tout. Ah, il y avait un autre avant? Pas du tout. Cette escroquerie va pousser Mobutu à créer la loi Bakajika qui nationalise l'ensemble des ressources des pays africains. C'était le programme d'ajustement structurel, oui. Or, aucun pays africain, je dis bien y compris l'Afrique du Sud, n'est revenu dessus.
2024, restons. Je sais que vous avez une approche historique des choses. Voilà, comme on n'a pas assez de temps. Je vais terminer. Oui. Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba sont tombés pour cette question-là qui n'a jamais été réglée. Oligui Nguema tombera de la même façon si cette question n'est pas réglée. Quelle question doit être réglée? Mais le transfert, le retour de la pleine souveraineté des matières premières aux États. Vous ne pouvez pas construire un pays, encore moins le développer, si vous disposez que de 15 à 30% de vos ressources. Le problème, il est majeur. Il est majeur, c'est une question centrale. Alors, les informations que vous donnez ici sont un peu à vérifier et pour voir un peu comment les choses se passent dans la réalité. Mais quand on entend ça, mais le président Brice Oligui n'y est pour rien. Le président Brice Oligui Nguema n'y est pour rien. Il hérite d'un monde qui est très vieux où des contrats. Enfin, moi, je pense que, comme disait mon petit frère, il faut faire la différence entre le passage d'Omar Bongo et le passage d'Ali Bongo Ondimba. Parmi tous les États qui ont fait les coups d'État, nous au Gabon on dit le coup de libération. Le forum où il y a eu plus de participants, c'est celui organisé par le général Brice Oligui Nguema. Plus de 600 participants. Et nous avons posé des conditions avant de participer à ce forum. Nous voulons discuter d'égal. Nous voulons plus des accords d'avant. L'État n'a servi que d'intermédiaire. Mais nous avons discuté avec les hommes d'affaires français. Chaque homme d'affaires a apporté un projet. J'ai porté un projet où en ce moment je suis en discussion avec des hommes d'affaires. La fabrication des bouteilles et des verres cassables au Gabon. Ce n'est pas Oligui qui l'a porté, mais Oligui nous donne des ouvertures. Le traitement des ordures. Ce n'est pas Oligui qui porte le projet. Le président Oligui donne des ouvertures aux hommes d'affaires parce que cette fois-ci, ce que nous sommes venus faire, c'est différent de ce qui se faisait avant. Vous discutez entre hommes d'affaires pour dire que si tu viens investir au Gabon, ton argent doit rester au Gabon. Il n'est plus question que l'argent que vous travaillez au Gabon soit logé dans les banques françaises. Voilà ce que nous avons discuté. Et ça, c'est entre hommes d'affaires, entre le patronat français, le patronat international et le patronat gabonais. Donc ça, ce sont les choses qui ne se faisaient pas avant. Je pense qu'elle, même si je suis une Gabonaise, qui représente la partie française, peut confirmer. Donc c'est ce qu'il voulait. Et puis ensuite, on peut dire ceci, c'est pour la première fois que quelqu'un, soi-disant on dit qu'une personne, un président qui a fait un coup d'État, nous disons coup de libération, soit reçu à l'Élysée. C'est pour dire que les accords d'avant seront révisés. Hier, c'était d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Alors, très rapidement, Madame Joly Andrés, excusez-moi, ce qui est très pertinent. Absolument. C'est très, et ça vaut pas seulement pour le Gabon, mais tous les autres pays du continent, la maîtrise, la gestion souveraine de ses propres ressources, et ce que M. Midou Ngani ajoute aussi, c'est très important, puisqu'il y a des multinationales qui font d'énormes profits sur le continent, mais qui favorisent la fuite des capitaux. Donc c'est un point crucial qu'il évoque là. Absolument. Moi j'entends dans ce que monsieur évoque qu'il y a des sujets aussi de gouvernance. C'est ça. Qui ne doivent pas, en tout cas, qui doivent être revus, mais qui ne peuvent pas être réglés one shot, comme on dit, d'un coup de baguette magique. Je pense que le président aujourd'hui actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema, a hérité d'un historique, et en posant les jalons de ce premier forum économique. Moi, j'insiste sur la partie économique, parce qu'effectivement, il y a les aspects politiques de gouvernance qui doivent être complètement revus, et la réappropriation des ressources, des matières premières, c'est un sujet qui est clé pour l'Afrique. Moi, j'accompagne des chefs d'entreprise, que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, et c'est un sujet qui revient
de manière régulière. Il faut absolument qu'il soit mis sur la table, mais la démarche d'avoir mis les entreprises, les acteurs économiques ensemble, pour moi, c'est le début du changement, parce que c'est par là aussi qu'arrive le changement dans une nation, par l'aspect économique, recréer des emplois, redynamiser. Le Gabon parlait de 30% quand même de taux de chômage, ce qui n'est pas du tout, et qui touche majoritairement les jeunes. Et je pense que tout ce qui va contribuer à ça, c'est sur les volets notamment économiques. Pas que, mais c'est important. Jean-Bernard Bikim, alors un point quand même important, je l'ai dit, le président Brice Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir en août, le 30 août 2023. En avril, il organise un dialogue national où plus de 600 participants ont réfléchi, fait des propositions pour l'avenir du Gabon. En mai, un mois plus tard, moins d'un mois plus tard, il tient à Paris un forum économique qui mobilise 734 milliards de francs CFA avec des mémorandums d'accords signés avec plusieurs entreprises. Moi, j'ai fait des émissions politiques depuis de longues années. Je sais le décryptage qu'on fait de la gouvernance des militaires qui viennent au pouvoir par les armes. Mais là, on sent chez ce président qu'il a une approche, il a une méthodologie, qu'il savait même avant d'arriver au pouvoir ce qu'il faut pour son pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, tout au moins? Alors, soyons sérieux. Ah ben oui, on est sérieux. Le général Oligui Nguema, en tant qu'homme, en tant que président, est une autorité que je me dois de respecter. Premier point. Par contre, je suis en parfait désaccord sur tout ce qui est fait. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, Oligui, quand il fait son coup d'État, parce que c'est un coup d'État, c'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État. D'accord. Oui, c'est comme ça qu'on va dit, ça. Je prends le pouvoir pour pouvoir restaurer les institutions et je le rendrai aux politiques. Oui. Le même Oligui Nguema nous dit après, ah ben non, il tergiverse, il se comporte en président, en homme politique. C'est un militaire quand même, hein. Un homme politique, pardon, la place d'un militaire, c'est dans une caserne. Pas la présidence, c'est dans une caserne. Ça, je le dis clairement. Ensuite, il organise un dialogue national exclusif où il choisit, parce que là nous avons un PDGiste en tri, il choisit les participants au dialogue et on nous dit c'est un dialogue exclusif. Non, ça n'est pas un dialogue exclusif. Ça, pas du tout. C'est votre lecture de ce dialogue. C'est de la dictature. Troisièmement, la question à laquelle nous devons tous répondre, réfléchir, c'est quel modèle économique pour le Gabon. Cette question a poussé Omar, durant toute sa vie, à rappeler aux uns aux autres. Gabon d'abord, changement de mentalité, et faites-moi de la bonne économie, je vous ferai la bonne politique. Ces 3 questions-là n'ont toujours pas été réglées. Et c'est toujours les mêmes qui sont aujourd'hui en place, qui freinent ce pays. Je ne crois pas, je le dis clairement, je ne crois pas en ce qui est fait pour la simple bonne raison que les fondamentaux sont mauvais. Dans une maison, quand vous n'avez pas de fondation, tout le reste, c'est vraiment... Vous construisez sur un château de sable. C'est ce qui se passe là. Il n'y a pas de fondation en ce moment. Il n'y a aucune fondation. Aucune. Je voulais juste réagir par rapport à ce que monsieur dit sur le fait que la place des militaires soit en caserne. Alors, ça me parle d'autant plus que je suis moi-même fille de militaire, mais j'ai envie tout simplement d'illustrer qu'en France, en tout cas, on a eu le général de Gaulle qui était un militaire et qui, du coup, a été l'une des personnalités quand même majeures aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Le gaullisme. Le gaullisme, exactement, merci. C'est ce que j'allais dire. On a des partis républicains qui, aujourd'hui, portent encore les valeurs du gaullisme. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tout à fait qu'on fasse un procès d'intention. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je pense qu'il faut croire en la bonne volonté quand il y a des actes factuels qui sont posés. Ensuite, je rejoins monsieur sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui au Gabon de ce que j'entrevois d'une diversification de l'économie pour sortir un petit peu de l'économie rentière dans laquelle on a été pendant toutes ces années et pouvoir se diversifier parce qu'on voit bien que le pétrole
pétrole où on produisait plus de 240 000 barils jour. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 200 000. Hein, et on est devenu le quatrième producteur. Il y a les autres minéraux. Donc, il faut qu'on développe une économie autour des services et qui passe aussi par le secteur privé. Monsieur Bidongani, c'est important, hein, au-delà de ce que dit Jean-Bernard Bikime peut paraître comme une critique, c'est une alerte. Il tire sur la sonnette d'alarme, c'est une invite pour le président de la République à gouverner différemment par rapport à ceux qui l'ont précédé, parce que ne l'oublions pas, vous sortez quand même de plus de 50 ans du régime Bongo, et quand on a connu un régime aussi fort que celui des Bongo, on a le droit d'être prudent, d'être méfiant et de demander qu'effectivement les fondations soient solides. Donc c'est totalement légitime ce que dit Jean-Bernard. Je dirais en réalité, les fondations, pour moi, sont solides en ce moment. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, pour ce qui concerne le dialogue d'Agondje, les gens se sont fait inscrire. Ce n'était pas une désignation. Ils ont fait un communiqué où tout le monde pouvait s'inscrire. Et ceux qui sont ici en France, en Italie, partout, les gens se sont fait inscrire. Et on a retenu les gens qui se sont fait inscrire pour participer au dialogue. Donc, ce n'était pas que le président Brice Clotaire ou Oligui Nguema a dicté ce qui pouvait être là-bas. Bon, maintenant, parlant de... Moi, je pense que, vu la manière de travailler du président Oligui, aussitôt arrivé, en réalité, les autres qui font les coups d'État, quand ils arrivent, ils s'imposent et ils ne veulent pas avancer. Nous disons coup de libération parce que ce qu'a fait les militaires gabonais, il n'y a pas eu le sang qui a coulé. C'est vrai. Il n'y a pas eu de sang qui a coulé. Et ensuite, il y a un chronogramme qui est respecté. Ils ont parlé du dialogue, il y a eu le dialogue. Ensuite, nous avons eu le forum économique. Il y a des avancées significatives. Quand vous regardez bien, nous avons eu des Gabonais qui sont restés longtemps sans recevoir, sans qu'ils aient l'augmentation de la retraite. Les retraites ont été augmentées. Il y a eu des enfants qui sont restés pendant combien d'années sans bourse. Aujourd'hui, les enfants ont déjà des bourses. Et hormis de ça, les rappels ont commencé à être payés. Pour les retraités. Pour les retraités. Les rappels des retraités ont été, et les pensions vont être payées d'ici là. Et on n'avait plus de compagnie aérienne. La compagnie aérienne a commencé. On avait des routes qui avaient des trous partout. Avec le président Oligui, les routes sont en train de se faire. Donc c'est pour dire que, quelque part, on peut tout dire sur Omar Bongo, sur Ali Bongo, mais pour Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, le président de la transition, le président de la République, je demanderai aux frères de lui donner le bénéfice du doute. Parce que tout simplement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent de ce que nous avons vécu il y a quelques temps. Donc moi je pense qu'à partir de là, on peut quand même penser qu'on a vu les autres militaires, dans les autres pays, quand ils arrivent, ils ne se préoccupent pas de ça. Nous avons vu les gens qui ont, je ne cite pas les pays, qui la date est arrivée. Mais pour le président Oligui, il y aura élection. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants et Jean-Bernard Bikime aura le temps donc de vous répondre à tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.
Deuxième partie de notre émission consacrée au Gabon, qui a organisé un forum économique en France. C'était le 29 mai. Mes trois invités sont toujours avec moi pour décrypter ce forum, notamment pour évoquer et sa portée et ce qu'on peut en attendre. Jean-Bernard Bikim, vous vouliez répondre très rapidement aux éléments de réponse apportés par Gaston Bidon-Gani. Alors, j'aurais trois petits mots. Déjà, je découvre que j'ai une compatriote qui est une spécialiste des relations internationales, mais totalement. Il ne lui est pas. J'aurais aimé qu'elle nous dise quelque chose aujourd'hui. Sur quoi? En ce moment, oui, tous les pays mettent en œuvre le découplage et le dérisquage. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un découplage? Les relations nouées entre les uns et les autres depuis la nuit des temps. Je ne vais pas faire un cours de géopolitique ou géostratégie. On crée des rapports de dominant à dominé. Dans ces rapports de dominant à dominé, c'est le dominant qui pilote et le dominé qui suit, qui subit. La fameuse servitude volontaire du professeur Chunjan Poemi, qui disait que tant que nous ne réglerons l'économiste camerounais, tant que nous ne réglerons pas cette question-là, nous n'en sortirons jamais. Il est mort depuis combien de temps? Et nous en sommes toujours là. Au Gabon, les relations entre le Gabon et la France sont des relations de dominant à dominé. Nous avons un petit groupuscule sectaire de francs-maçons avec leur grand maître ici en France, qui se partagent les maigres ressources de l'État, qui font beaucoup de communication, mais en réalité, le peuple, le Makaya aujourd'hui, continue à tirer le diable par la queue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, la lettre et l'esprit du coup d'État, c'est la restauration des institutions. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Rien n'a changé. Et Mais expliquez, qu'est-ce que vous entendez par restauration des institutions? Nous avions... C'est quoi votre attente? Nous avions un État PDG, mais un État PDG bongo. Ça veut dire quoi? Actuellement? Mais rien n'a changé. Le président de l'Assemblée nationale a dit sur France 24 et sur RFI que rien n'a changé. Tout continue. Le président de l'Assemblée nationale actuel, Monsieur Ndongo, l'a dit et écrit. Et maintenant, qu'on nous dise, ah bah oui, les retraités, on a fait ceci, non. C'est pas important de la question des retraités, est-ce que les retraités gabonais, leurs pensions sont indexées sur le coût de la vie? Non. Le compte n'y est pas. Les bourses, c'est pareil. Donc, tout ce qui est fait, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Je pense qu'à partir de là, il faut quand même, je respecte beaucoup mon petit frère, un homme très intelligent et intellectuel, mais je pense qu'il serait souhaitable, nous sommes des artisans, il serait souhaitable que votre honnêteté intellectuelle puisse reconnaître quand même qu'Oligui fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Vraiment, c'est important de le reconnaître. Parce que, pourquoi le président Ali n'a pas arrêté de payer les bourses? Pourquoi le président Ali n'a pas payé les retraités? Moi, je pense que l'arrivée du président Oligui a changé beaucoup de choses. Maintenant, quant au dire du président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi, si vous nous venez m'informer sur le plateau, ça engage le président de l'Assemblée nationale. Ça n'engage pas le président Oligui. Parce que le président Oligui n'a jamais dit ça. Mais c'est quoi les points de rupture, selon vous? Parce que la question, elle est simple. Lui dit, le président actuel, le président de la transition, c'est le continuum d'Ali Bongo. Non, c'est exactement ça. Non, c'est ce qu'il dit. C'est exactement parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Exactement ça. C'est pas vraiment ça. C'est quoi les éléments de rupture? La différence avec le président Oligui, c'est des Gabonais qui gèrent en ce moment. Avec le président Ali Bongo Ondimba, ce sont les ex-partis qui étaient autour. Et je dis bien, c'était des ex-partis qui étaient autour et certains ont eu des nationalités douteuses. Donc il y a aujourd'hui une réappropriation des leviers économiques. Le directeur de cabinet du président de la République gabonais, directeur de cabinet adjoint gabonais,
secrétaires particuliers gabonais, des conseillers des Gabonais. Donc, et à la tête des sociétés d'État, pareil. Mais même à la tête des sociétés d'État, pareil. Or, ce n'était pas le cas avec le président Ali Bongo Ondimba. Ce n'était pas le cas. Donc, il y a quand même une différence, il y a un changement dans la manière de travailler du président Oligui. On l'a vu dans les conclusions du dialogue. Quand le frère dit que c'est pareil, ça ne peut pas être pareil. Oligui a été envoyé en exil. J'appelle ça l'exil. On l'a enlevé pour lui nommer conseiller dans une ambassade au Sénégal. Et tout le monde. C'est parce que c'est pas quelqu'un qui parle. Vous ne savez pas dans quelles conditions il vivait là-bas. Vous ne savez pas dans quelles conditions ses enfants vivaient là-bas. C'était une situation difficile pour lui. Donc il ne peut pas être complice de ce que les autres ont fait. Ça ne peut pas être la même chose. Il y a une différence. La différence, c'est que hier, le chef de l'État voyageait rien qu'avec les ministres. Oui. Aujourd'hui, le chef de l'État se déplace avec des hommes d'affaires. Il dit discuter avec les autres, signer les contrats. Mais l'État gabonais est garant. Donc là, il y a une grande différence. Hier, ce sont les conseillers du président de la République. Ce sont les ministres qui venaient signer avec les entreprises. Ce qui fait que ce n'était pas une bonne affaire. Aujourd'hui, c'est... Je prends un exemple. Les techniciens de chaque domaine. Le président Kwakwa de Mika Service a signé, ce n'est pas l'État qui a signé. C'est de la SCG, on signé, ce n'est pas l'État qui a signé. Donc l'État est là pour servir normalement d'arbitre. Voilà, d'arbitre et puis de transmission. Et c'est ce qui s'est passé par avant. Mais avec le président Oligui, il dit aux hommes d'affaires gabonais discuter avec les autres et je suis le garant. Donc c'est là où j'ai dit c'est pas pareil. Madame Andrés, un point très important que Jean-Bernard Bikima a évoqué et vous êtes le profil parfait pour y apporter réponse, c'est la question des relations asymétriques. Exactement. Entre les multinationales. On a parlé des multinationales, c'est votre spécialité, et les économies locales. Vous avez évoqué des chiffres ici, dans la première partie, où effectivement, des entreprises françaises ont une bonne part de marché sur le continent, enfin au Gabon, 25%, je crois, vous avez indiqué. Mais il faut interroger ce que demande Jean-Bernard Bikima. C'est qu'on interroge la nature des rapports. Je vous donne un exemple, mais sans être contre personne. On sait, par exemple, que l'uranium nigérien n'était pas acheté au bon prix par Areva. Le Gabonais, c'est pareil. Pareil. Je ne sais pas, je donne juste l'exemple qui a été mis sur la plate. Voilà. Donc vous comprenez le souci chez lui de voir que les ressources de son pays ne soient pas bradées dans le cadre de rapports asymétriques. C'est tout ce qu'il veut. Moi, je le rejoins, moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet que moi-même, personnellement, je porte au sein des grandes entreprises françaises. Ça ne vous a pas échappé que moi-même, je ne suis pas blonde aux yeux bleus. Donc, arriver à me faire une place dans les entreprises ici en France, des multinationales, ce n'est pas toujours évident au quotidien, mais en même temps, ça fait partie aussi des choix, parce que je crois qu'il est important qu'on impacte ces multinationales de l'intérieur. Donc, ce sujet de redistribution de richesses, ce sujet de rapport économiques qui doivent être réinversés. Moi, je le partage et je le fais dans mes rapports au quotidien. Et pour moi, c'est majeur. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin de se réapproprier le terrain de discussion économique qu'elle a perdu. À la fois au sein des entreprises françaises, mais aussi à la fois au sein de l'économie locale. Et pour cela, on a parlé, le MEDEF a parlé de ça, là, le Gabon, M. Brice Clotaire, Oligui Nguema, on a parlé, on veut des relations gagnant-gagnant. Moi, je vais même plus loin. Parce qu'il ne faut pas juste des relations gagnant-gagnant, il faut des relations équitables. Il faut que chacun puisse retrouver sa place, chacun puisse, j'ai envie de dire, être dans la dignité économique. Et pour moi, c'est majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on construise un pouvoir économique qui ne nous donne pas
Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas prétendre s'asseoir sur la table des discussions. Et après, on est étonné que le prix du baril ou la valeur des ressources premières ne soit pas décidé dans nos pays, mais soit décidé comme c'est le cas, vous le citiez pour l'uranium, c'est le cas pour le cacao, par exemple. C'est un exemple qui est flagrant, où aujourd'hui, c'est un pays premier producteur mondial de cacao, mais ce n'est pas lui qui en définit le prix. Mais comment on va arriver à peser dans toutes ces discussions face à tous ces géants ? C'est une fois qu'on va construire des économies fortes et redonner un pouvoir d'achat en local. Jean-Bernard Bikim, très rapidement, revenons sur un point qui semblait être un point bloquant chez vous en ce qui concerne le statut du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous disiez que la place d'un militaire est dans les casernes. Qu'est-ce qui, à vos yeux, disqualifie un militaire alors même qu'est consacré dans les constitutions le principe d'égalité des citoyens devant la loi et devant les droits, y compris des droits de vote. C'est-à-dire qu'un militaire comme un civil a le droit d'être élu et le droit d'élire. Alors, certains pays d'expérience, certains pays ont apporté la réponse qui veut que le militaire qui va être candidat démissionne de l'armée, revienne à la vie civile et soit candidat. Est-ce que ça peut être un point, une solution à vos yeux? Alors, je vais clarifier ma pensée. Oligui a le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il a tous les droits. Très bien. Par contre, il y a un élément important qui choque ceux qui ont appuyé sa démarche. Je vais rappeler quand même la chronologie de son coup d'État. Le premier poste qui est fait quand Oligui fait son coup d'État, c'est Chef Anto, la chef gabonaise qu'on a en France, qui fait un tweet en disant « Le Gabon est libéré ». 1 heure plus tard, je reçois 3 coups de fil du Gabon, de trois généraux dont je tairai les noms, qui me disent « Écoutez, il va falloir que vous alliez sur les réseaux sociaux pour œuvrer pour l'apaisement, pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. » Je l'ai fait pendant 6 mois. Oui. Pendant 6 mois. Et donc, ce qui choque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous désespère? Ce qui me choque aujourd'hui dans Oligui, c'est 3 éléments. Il a, dans son parcours, des fonctions dans lesquelles il y a des actions malheureuses qui sont commises, où il y a des pertes de vie de gens. Il y a lui-même, dans une intervention de télévision, où il déclarait qu'il y avait des jeunes de Massoukou, donc l'USTM, l'Université technique de sciences de Massoukou, qui s'étaient opposés au président Ali et qui s'étaient carapatés. Et il a missionné des gens pour qu'on aille les trouver. Ils les ont débusqués et ils les ont pris. Mais il a posé un acte pour lequel je lui dis, s'il ne change pas, nous allons le combattre. C'est lequel? Il a fait prendre des syndicalistes gabonais qu'il a rasé Kovo. C'est-à-dire, on vous prend, Kovo c'est quoi? On vous amène au B2, on vous rase parce qu'ils défendent leurs droits. Le droit syndical, le droit syndical, c'est quelque chose, on ne peut pas y toucher. Et je le dis les yeux dans les yeux. Cette chose-là a marqué tous les intellectuels gabonais. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà quelqu'un qu'on a porté et qui est en train de nous insulter de cette façon-là. Alors, donc je dis les droits civils, je vais terminer, les droits civils et politiques. Oui, c'est ça. Restons sur le principe. Moi, la vie personnelle les droits civils et politiques sont garantis par le pacte international des droits civils et politiques de l'ONU. Oui, c'est ça. Or, Oligui, depuis qu'il a pris le pouvoir, il les viole. Il ne les respecte pas. Le pacte civil de 66, il ne les respecte. Non, les droits civils et politiques garantis par l'ONU, Oligui ne les respecte pas au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, la vraie question, le vrai problème auquel nous devons nous consacrer. Alors, vous avez évoqué plusieurs choses. On va laisser d'abord Gaston Midungani vous répondre. Il y a certaines choses. Par exemple, quand l'aide de camp du président de la République n'est pas le chef de l'armée. L'aide de camp du président de la République, le
président de la République a un directeur général des aides de camp. Le président de la République a un directeur de la sécurité. Et l'aide de camp du président de la République ne peut pas être responsable des actes, des dérives qui peuvent être à l'extérieur. Maintenant, parlons de... Là, je dis ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Franceville, qui explique que je n'ai pas connaissance. Parlons maintenant de la SCG. Ce n'est pas le président Oligui qui a fait arrêter les agents de la SCG, non. Le droit syndical est autorisé. Bien sûr. Au Gabon, les gens marchent, les gens grèvent. On n'arrête pas les grévistes depuis qu'Oligui est arrivé. Mais je suis président d'un syndicat, d'une confédération partenant la micro-entreprise et les petits métiers. Je suis patron. Au départ, je suis maître artisan, je suis câbleur, sonorisateur, preneur de son. C'est d'abord le métier de base. Maintenant, en tant que patron, je ne peux pas accepter qu'un agent, un collaborateur sabote mes installations. Si tu sabotes mes installations, je te fais arrêter. Si tu veux gréver, tu grèves dehors. Mais tu n'as pas saboté les installations. Là, tu tombes sous le coup de la loi. Tu tombes sous le coup de la loi. Ceux qui arrêtent les agents de la SCG, ce n'est pas le président Oligui qui les fait arrêter. C'est le DG de la SCG qui dit que ces installations sont sabotées. Il porte plainte à ses collaborateurs. Si vous partez au B2, là où ils étaient, il n'y a pas une plainte du président Oligui. C'est vrai qu'il est président de la République, mais le président de la République, ce n'est pas que parce qu'on dit, il y a un proverbe chez nous au Gabon, on dit ceux qui font tomber les singes doivent tomber sur le dos de l'éléphant. Non. Moi, je pense que le président Oligui n'est pas dans cette affaire-là. Qui a donné la possibilité à ce que ces gens-là soient libérés, c'est le président Oligui. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie. Merci. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Gabon. Le Gabon qui connaît en ce moment une transition dont le président veut, nous l'avons dit, attirer des investisseurs au Gabon. Et pour cela, l'homme ne cesse de vanter le potentiel économique de son pays. Mais quel est-il? On l'écoute très rapidement. On en parle après. L'économie gabonaise est un potentiel important. Elle est en pleine expansion, avec une croissance qui pourrait se situer entre 3 et 4% à partir de 2024. Avec une inflation parmi les plus basses des pays de la zone. Outre les mines, le pétrole, le fer, le manganèse, nous sommes leaders dans la transformation du bois. D'autres secteurs vont suivre. Sur le plan juridique, le Gabon offre aujourd'hui une sécurité des investissements à la faveur des efforts faits en matière de protection des investissements étrangers et de la lutte contre la corruption. À cet égard, nous œuvrons sans cesse à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'ANPI Gabon, véritable outil d'accompagnement digitalisé des investisseurs. Dans le même élan, les zones économiques à régime privilégié ont été érigées, en plus d'un cadre spécifique pour développer des partenariats publics-privés. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, tout ce qui précède ne vise qu'à vous encourager à venir investir dans les projets prioritaires identifiés, dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture ou encore des mines, avec près de 900 sites miniers potentiels, ainsi qu'un important gisement de fer.
C'est pourquoi je formule ici le vœu ardent de voir tous les échanges de ce jour se concrétiser et se poursuivre par des signatures concrètes. Mines, pétrole, fer, manganèse, bois, et on en passe. Un taux de croissance de 3 à 4% en 2024. Avant de donner la parole à Mme Andrès, Gaston Midungani, vous avez été député à l'Assemblée nationale du Gabon. Quand on voit tout ce que possède le Gabon, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait encore de pauvres au Gabon? 2 389 000 habitants. Il y a tout ça. Jean Ziegler, le sociologue et intermondialiste suisse, a écrit un livre, « Le bonheur d'être suisse ». C'est le titre de son livre. Quand aurons-nous dans les librairies un livre avec comme titre « Le bonheur d'être gabonais » ? Bonne question, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution d'un pays va au fur et à mesure et en fonction des personnes qui les dirigent. Hier, on n'a pas pu peut-être évoluer à 100%. Dans la vie, c'est la foi qui déplace les montagnes. La détermination et la volonté. Je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ce livre pourra s'écrire. Je crois, par la volonté d'un homme. Plus Cotter et Oli Djingema. Tout simplement pourquoi? Parce que en 6 mois, en 7 mois, nous avons vu beaucoup de choses qui ont changé. Hier, ça n'a pas été parce que il y a d'autres personnes qui se sont permis, par rapport aux accords, puisque tout à l'heure on parlait des accords, nous allons évoluer, puisque nous commençons à discuter avec les autres hommes d'affaires, c'est qu'on va commencer à revoir les accords, logiquement, avec les sociétés qui investissent au niveau du Gabon, pour faire en sorte que le Gabonais puisse bénéficier des revenus de son pays. Et nous croyons que ça pourra se faire. Si ça n'a pas pu se faire hier, parce que ceux qui négociaient ces accords n'étaient pas à 100% gabonais. Je n'ai pas un autre pays de rechange que le Gabon. Non, mais monsieur Midungani, la problématique ne se résume pas seulement à la question des accords. Même dans le cadre des accords asymétriques, c'est une question. Ce n'est pas les accords qui empêchent de donner de l'eau potable aux gens, de construire des logements sociaux aux gens, de construire des routes. Comment se fait-il, je l'ai dit, vous avez été député à l'Assemblée nationale au cours de la 11e législature. Ouais. Encore une fois, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui fait qu'au Gabon, ces 40 dernières années ou 30 dernières années, on n'a pas pu éviter qu'il y ait des Gabonais qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Je ne dis pas soins de luxe, primaire, accès à l'eau potable. L'école, on avait même supprimé les bourses scolaires, avec autant de richesses. Mais c'est pourquoi je vous dis, en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est avec le passé qu'on bâtit l'avenir. Pour nous, pour moi personnellement, je pense que l'arrivée du nouveau président actuel, il y a eu déjà des choses qui ont commencé à changer. Il y a eu des bourses qui ont commencé à être payées. Il y a eu des travaux de route qui ont commencé. Il y a eu la transformation du bois en coque. Ça s'est fait sur place maintenant, des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc moi, je crois, moi je suis un croyant, je suis convaincu que dans 10 ans, on va récolter certaines choses. Parce que je ne peux pas faire le bilan d'Omar Bongo Ondimba, je ne peux pas faire le bilan d'Ali Bongo Ondimba, parce que les questions que vous posez, c'est la gestion d'Omar, c'est la gestion d'Ali Bongo Ondimba. Bien sûr. Or là, nous sommes là, sur ce plateau, pour le Totalement, forum, bien sûr, oui. le forum qu'a organisé le président Oli. Donc, je dois répondre de l'organisation du forum
et de l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema, des actions concrètes que le président Oligui Nguema est en train de poser. Oui, bien sûr, je pose la question parce que quand on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché, mais on ne peut pas savoir. Ça n'a pas marché tout simplement parce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la bonne volonté. C'est tout ce que je voulais et juste... Ceux qui occupaient des postes, qui négociaient, parce que moi je parle des marchés, ceux qui négociaient les marchés, des signatures des marchés de pétrole et tout ça là, ce n'étaient pas des personnes de bonne foi. Ce n'étaient pas des Gabonais de souche. Bon, aujourd'hui, si vous regardez bien, le ministre du pétrole était un Gabonais de souche, pur et net. Vous regardez le ministre du budget, le ministre de l'économie, ce qui était avant, de penser à leurs intérêts personnels. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le président actuel, si tu fais n'importe quoi, tu es enfermé. Madame Jolie André, je ne sais pas si vous avez le droit de critiquer. La question que je posais à Gaston Midungani transcende le Gabon. Hein. Elle est valable pour beaucoup de pays sur le continent. Vous, de là où vous êtes, et à partir du regard que vous posez sur la gouvernance de nos pays, la gouvernance économique, qu'est-ce qui, pour vous et à vos yeux, peut expliquer que alors qu'un pays regorge de richesses, on ne pense pas aux pauvres dames qui s'échinent au quotidien sous le soleil dans des champs pour de maigres récoltes. On ne pense pas aux démunis qui vivent sur des tas d'ordures. Qu'est-ce qui... Expliquez-moi, excusez-moi, comment peut-on manquer d'amour pour son prochain, pour son pays à tel point ? Je vous rejoins et ce que vous dites en fait, c'est un sujet qu'on connaît, qu'on soit au Gabon. Là, on fait le focus sur le Gabon, mais qui est malheureusement présent dans plusieurs pays en Afrique. On a toujours un peu, on dit que l'Afrique, c'est l'Afrique des paradoxes. On a beaucoup de richesses et on a énormément de pauvreté et de précarité. Avec des gouvernants qui, donc il a un petit peu, monsieur Gaston a un petit peu mis le doigt dessus, c'est quelque part l'amour que l'on peut avoir pour son pays. Oui. Pour moi, c'est quand même primordial. C'est la bonne foi aussi dans la gouvernance. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est majeur. Gouverner sans se préoccuper de la population au service de laquelle on est censé être là, je pense que c'est déjà la base. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la critique est aisée, et puis le travail est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Comment on fait pour changer les choses ? Moi, j'entends quand même qu'avec ce forum-là, il y a une sorte d'année zéro, en fait. C'est ça. Que le Gabon est en train, donc, vous me corrigez... de renaître, de repartir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. On essaye, on ne peut pas faire complètement table ronde du passé, parce que, comme vous l'avez dit, le passé nous aide à nous projeter, à construire sur l'avenir. Et notre passé, en l'occurrence, n'a pas été très glorieux, que ce soit pour le Gabon, que ce soit pour d'autres pays, parce que moi, j'accompagne des chefs d'entreprise dans plusieurs autres pays africains. Mais ce qui est important, et moi, ce que je dis toujours aux chefs d'entreprise que je mentore, que j'accompagne, que je conseille, ou aux jeunes, parce que pour moi aussi, c'est important, pour les jeunes qui sont en France, qui sont issus de l'immigration, je leur dis, n'attendons pas toujours que l'État, le français en l'occurrence, fasse tout pour nous. Bien sûr. Que les entreprises fassent tout pour nous. Quelle est notre part ? Absolument. Comment chacun de nous, dans ce nouveau Gabon ou ces nouvelles relations économiques, comment on apporte notre pierre pour bâtir l'édifice ? Moi, c'est plus ce sujet qui m'intéresse. C'est une question fondamentale. Jean Bernard Bekim, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez exprimer aujourd'hui comme souhait et à l'endroit du gouvernement de transition de votre pays qui déjà a arrêté un chronogramme précis? On sait quand aura lieu la présidentielle, on sait quand les institutions seront devenues réellement républicaines avec des mandats totalement légitimes. C'est quoi aujourd'hui, en deux mots, les besoins prioritaires que vous souhaitez pour votre devoir satisfaire pour votre pays, le Gabon? Avant de faire retomber la pression, je ne peux pas laisser passer la dernière partie d'Oligui. C'est un euphémisme. Un euphémisme. Pourquoi je le dis? La dernière partie qui disait quoi? Le potentiel du Gabon. Oui. C'est un euphémisme. Ah, il n'y en a pas? Je dis la chose suivante. Il faudrait bien que chacun de nous le mette quelque part dans un coin de sa tête. Allez-y, Jean Bernard Bekim.
quel que soit le pays, y compris le plus fort, hein, l'Afrique du Sud, l'ensemble des ressources minières, minérales et autres ont été transférées en 1973 aux multinationales étrangères. Il faut bien quand vous dites transférer, il faut. Bon, alors, quand vous dites transférer, alors les ressources sont dans les sous-sols. Quand vous dites transférer, allusion aux accords. Mais c'est ça, vous parlez des accords. C'est un accord multilatéral qui a été ratifié par la Banque mondiale, le FMI et les Nations Unies, qui dépossède des États africains. C'est une question. Non. C'est une question. Jean-Bernard Bekim. Je vous invite à regarder. L'élément qu'il faut apporter, l'élément que vous devez ajouter pour qu'on comprenne ce que vous dites, c'est que tout ça se fait dans le cadre de demande des prêts. Non. Ben si. Le FMI ne vous donne pas d'injonction si vous n'allez pas lui demander de l'argent. C'est pour avoir la garantie, c'est pour pouvoir effectivement rembourser les prêts que le FMI a. Voilà, exactement. C'est ce qu'il a dit. Les réserves, le plus souvent, les réserves. On a discuté avec la communauté tout dernièrement sur les réserves. Sur les réserves, que les réserves qu'ils ont le plus souvent puissent être logées dans les banques de chez nous. Maintenant, les accords qu'il est en train de parler, des années qu'il est en train de donner là, moi je pense que pendant ces temps-là, lui, il n'était pas encore né, il n'était pas aussi né. Il a les jeunes, mais attention. Vous voulez bien comprendre ces accords-là. Parce que moi, j'ai été député à l'Assemblée, je n'ai jamais entendu parler. Oui. J'ai jamais entendu parler. Je m'engage à vous transmettre les éléments. Voilà. Alors, c'est très simple. Alors, c'est hypothéqué pour toujours? C'est très simple. Parce que moi, je sais que parce que ce qu'il est en train de dire, c'est très grave. Oui. Moi, je sais que le sous-sol gabonais appartient aux Gabonais. Certainement pas. Non, je ne pense pas. Depuis 1973, aucun État africain ne dispose de ces sinon les Français. Non, mais après 1973, il y a eu des découvertes de gisements. Et même récemment, il y en a eu au Sénégal, qui devient pays pétrolier. Je vous enverrai les éléments scientifiques et les accords écrits. Bon, on va pas. Moi, ce que je crois. Pourquoi alors les entreprises françaises, pour venir investir au Gabon, demandent des autorisations? Mais il n'y a pas de marché au Gabon. Hein? Non, mais c'est pour le les marché. entreprises iront au Gabon pour faire on n'a pas de marché. On n'a pas de marché. C'est pour le marché extérieur. On a les ressources sur place. C'est une connerie totale. Alors attention. Quel est le marché gabonais? Moi, je vais répondre sur deux. Très bien. On laisse madame. Pour avoir travaillé dans le secteur, moi je suis dans le secteur de l'énergie depuis maintenant à peu près 20 ans. Je crois qu'il y a la question des accords qui n'ont pas été en faveur de nos États africains. C'est totalement vrai. Et moins encore en faveur du coût de nos ressources. Et je prenais le cas du cacao, c'est valable pour le pétrole, pour l'uranium, pour tous ces minéraux dans lesquels, malheureusement, dans les accords qui ont été faits, nous ne sommes pas avantagés. Pourquoi ? Parce que nous avons une grosse problématique en Afrique. C'est que nous avons les ressources, mais nous ne les transformons pas. Sur place, absolument. Et ça, c'est un handicap sur lequel il va falloir travailler. Absolument. Parce que ces accords-là ont été faits en défaveur de nos pays, parce qu'il fallait les acheminer à l'étranger, en Occident notamment, pour pouvoir les transformer. Et ensuite, la deuxième aberration, c'est de revenir nous les revendre transformés. C'est ça. Et il y a une troisième aberration, c'est que les entreprises et multinationales sont exemptées d'impôts. Mais complètement. Sur place. Qui a pris son stylo pour signer des accords comme ça? Alors, elles ne sont pas complètement exemptées d'impôts. Parce que moi, j'ai fait ce travail de vérification. Oui. Les entreprises françaises qui sont installées, en tout cas dans le cas du Gabon, et dans beaucoup de pays, ils payent leurs impôts. Alors, une blague. C'est une blague. Alors, si vous me permettez, juste de finir. Oui. Moi, ce que je crois, je ne dis pas qu'ils, en tout cas dans le passé, qu'ils ont payé leurs impôts. Moi, je ne suis pas accountable du passé. Des niches fiscales. Exactement. C'était le point. C'est quand même une connerie. C'était le point. Mais pourquoi toutes ces choses, une fois de plus, monsieur? Total n'a fait que profiter des accords qui étaient en leur faveur. C'est vrai. Une fois que ces accords sont écrits, pour quelqu'un, moi j'ai travaillé dans les contrats. Donc, une fois que c'est écrit, c'est acté, c'est signé, vous avez beau dire
que ce n'est pas équitable, mais la vérité, c'est qu'il y a eu des parties qui se sont mises l'une en face de l'autre, qui se sont mises d'accord, et nous, aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Merci. En droit, quand il y a un contrat léonien, on peut le reviser à tout moment. Absolument. C'était le fond déjà. C'était le fond déjà. C'est ce qui se passe en ce moment. On disait que le bois gabonais ne devait pas être transformé au Gabon. On a revu les apports pour qu'encore en ce moment, le bois ne part plus sans être. En tout cas, merci. Le Burkina Faso aussi a dénoncé cet nombre d'accords qui fait aujourd'hui que ce qui fait aujourd'hui que les multinationales qui opèrent au Burkina Faso doivent impérativement payer des impôts sur place. Absolument. En tout cas, le mouvement est en marche, la mutation est en marche et la prise de conscience se fait, peut-être pas au rythme souhaité, mais le mouvement est en marche. On ne peut que souhaiter, en tout cas, qu'il se poursuive pour que la pauvreté soit réellement combattue. Absolument. Et que cette malédiction qui frappe le continent, où vous dormez sur des richesses, mais dans l'extrême pauvreté, puisse être combattue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de votre émission dont le numéro de ce jour a été consacré au Gabon qui a tenu ce 29 mai à Paris un forum économique Gabon-France. 600 participants, 734 milliards mobilisés et déjà de nombreux mémorandums d'accords signés. Si vous voulez revoir cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.